Bonjour. Étant donné qu'on ne peut pas se voir en salle de cours, j'enregistre une vidéo pour la séance de TP qui était prévue aujourd'hui. Euh, et je ferai ça normalement chaque semaine, hein, aussi longtemps qu'il faudra. Comme ça, au moins, vous ne prenez pas de retard dans le programme. Ok, je vais corriger devant vous les exercices que je vous avais demandé de faire la semaine dernière. Et donc j'espère que vous les avez faits. Si vous ne les avez pas faits, faites-les avant de regarder la correction, au moins. Et je vous donnerai des exercices à la fin pour la semaine prochaine que vous ferez quand vous pourrez. Malheureusement, je ne peux pas être en face de vous pour voir vos difficultés, si vous avez des questions ou pas. Donc là, raison de plus de votre côté pour vraiment bien prendre le temps de relire le cours. Je vais vous redire de toute façon les parties du cours importantes. Bien lire le cours, bien réviser. Après, vous faites l'exercice et après, vous regardez ma correction en voyant si vous avez juste ou pas. Et là, si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas, on verra pour si on peut s'échanger des emails ou si vous avez des questions spécifiques et particulières. Ok. Pour la séance d'aujourd'hui, donc là j'ai ouvert les fenêtres qu'il faut. Vous aurez besoin déjà sur Moodle du cours numéro 4, parce que là on est sur les boucles aujourd'hui, la boucle for, les chaînes et les listes. Ok, relisez bien ce cours en entier. On devait faire l'exercice 1 TD2, exercice 2, et le TP2, exercice 6. C'est ce que vous avez demandé de faire chez vous pour aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais corriger. Si vous êtes sur votre ordi, je considère que vous avez Windows, mais c'est à peu près pareil pour si vous avez Mac. Vous aurez besoin aussi d'installer Python. Donc vous allez sur le site python.org et là vous téléchargez, vous cliquez sur télécharger Python la dernière version. Et vous aurez besoin de Notepad++. Vous vous rappelez, c'était l'éditeur de texte simple avec coloration syntaxique. C'est-à-dire l'éditeur colorie les mots-clés du langage. Notepad++ est parfait pour ça, très léger, très simple d'utilisation, facile. Ok. Et pour Python, une fois que vous avez téléchargé l'installeur, vous avez ce fichier-là. Quand vous l'exécutez, vous pouvez utiliser l'option d'installation par défaut. Par contre, vérifiez bien ici que vous cochez cette case. Parce que ça veut dire ajouter Python sur la variable d'environnement path. Et la variable d'environnement path, elle permet de savoir quels sont les programmes accessibles, exécutables depuis la ligne de commande. Donc vous aurez également besoin de l'invite de commande. Vous vous rappelez, si je tape invite de commande, on avait ça. Donc chez vous, vous aurez la même chose. Et si je coche cette option et qu'après j'installe, ça veut dire que je pourrais taper Python ici et ça va fonctionner comme sur ma machine. Si vous laissez décocher par défaut, c'est décoché. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont laissé décocher. Il y aura une raison, mais je ne la connais pas. Si vous laissez décocher, ici la commande Python ne fonctionnera pas. Windows vous dira je connais pas cette commande. D'accord? Donc une fois que ça c'est installé, oui, j'annule. Une fois que vous avez installé Python, une fois que vous avez Notepad++ qui fonctionne, une fois que vous avez votre invite de commande, on peut commencer avec le premier exercice. Donc exercice 1 du petit 1, la somme. Donc le but de l'exercice, c'est d'arriver à comprendre comment on décrit une somme en fait avec une boucle. Ok, donc d'abord je donne je donne une liste de nombres. Ok, donc c'est moi qui choisis, donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelle est la somme de 10 plus 15 plus 2 plus 20. Ok. Donc ça fait combien? 10, 35, 55, 56, 57 si je me trompe pas. Ok. Donc
la somme c'est 50... non, pardon. 10, 20, 25, 45, 47. 47, j'ai pas assez dormi moi cette nuit. Ok, donc le résultat de la somme c'est 47. Ok. La question c'est, ça on sait le faire, dans notre tête. Mais comment on dit à la machine, comment on donne, quel est l'algorithme, en tout cas avant même de dire à la machine, quel est l'algorithme qui permet de calculer une somme étant donné qu'on a les nombres. Okay. Donc la question c'est ça. Donc ça c'était la somme, voilà, on l'a, hein, 47. Décrivez l'algorithme. Donc en langage informel, en fait, on peut dire en une phrase que il faut, on prend chaque nombre, okay, et on les additionne entre eux. Donc ça c'est pas assez détaillé. On les additionne entre eux. En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt, on prend le premier et le deuxième, on les additionne ensemble. Après, on a un résultat. À ce résultat, on additionne le troisième. Et à ce résultat, à nouveau, on additionne le quatrième. Et puis, on voit bien qu'avec cette méthode-là, on peut aller à l'infini comme ça. Donc, si on devait décrire ça en algorithme, donc vous vous rappelez, dans un algorithme, il fallait donner le nom. Donc, algorithme somme. Les paramètres. Des nombres. Mais on peut préciser, étant donné qu'on est en train de voir pour la liste, une liste de nombres. Les paramètres, le résultat, c'est pas compliqué là, dans ce cas-là, la somme de tous les nombres. Voilà. Et on peut donc écrire l'algorithme. On va dire les paramètres. Si on dit qu'on a une liste de nombres, on peut même être plus précis, une liste qu'on va appeler L. Ou je vais être plus précis même, je vais l'appeler liste underscore nombre. Pourquoi underscore? Parce que mettre des espaces comme ça, c'est pas très visible après que là on parle d'une variable. Alors que là, si je mets un underscore, c'est clair que là j'ai la variable, c'est le nom d'une variable. Ok, donc début, je peux dire, étant donné qu'on est dans les boucles, je dis pour chaque nombre n de liste nombre. Ok. Et ben là, je fais la somme en fait. Mais là, je fais la somme de quoi avec quoi. Vous vous rappelez ici dans ma méthode, j'ai dit que d'abord on commence par les additionner lui et lui. Après, on additionne lui avec la somme précédente. Après, on additionne lui avec la somme encore précédente. Donc en fait, à chaque fois, on doit retenir la somme précédente. Okay, le calcul jusqu'à un certain point à chaque nombre de la liste. Donc ça, pour ça, on a besoin d'une variable. Donc on va en créer une. Je dis, je sais pas, justement, ça va être le résultat. Donc je dis, la variable résultat prend la valeur de 0. Okay, je l'initialise en fait. La valeur de départ, le résultat, la somme, c'est pour l'instant 0. Et je dis que pour chaque nombre n de la liste de nombres, je vais ajouter n au résultat. Okay, donc je fais résultat prend la valeur de j'ai mis un accent, résultat plus n. Voilà. Ok. Donc ça va s'exécuter, cette ligne de code va s'exécuter, enfin de code, cette instruction-là, c'est pas encore du code pour l'instant, va s'exécuter pour chaque nombre. Donc d'abord ça va être n vaudra 10, ok, donc résultat vaudra 0 plus 10. Ensuite n ce sera 15. Donc résultat vaudra lui-même
plus 15, donc 10 plus 15, okay, ça fera 25. Et ainsi de suite, n vaudra 2, donc on fera 25 plus 2, okay, et etc. Et une fois que n vaut 20, et que ça c'est exécuté, on a atteint il n'y a plus de nombre à extraire de la liste, et la boucle s'arrête et continue ensuite à la ligne suivante. C'est pour ça que là j'ai mis, on n'oublie pas ici l'indentation pour dire que cette ligne-là s'exécute dans la boucle. Quand la boucle se termine, on continue ensuite la prochaine ligne d'instruction qui est alignée ici là, avec la boucle. Et bien maintenant qu'on a notre on a notre résultat en fait. Maintenant il faut faire retourner résultat. Ok. Donc ça normalement, ça c'est ça on a fait celui-là, l'algorithme. Pour le cours, ça c'est la boucle for. Donc normalement, ici vous avez un exemple. Voilà, vous avez l'exemple. Moi j'ai dit résultat prend la valeur 2, mais on peut dire aussi sous cette forme-là. C'est informel, donc on peut se faire comprendre comme ça. Retourner res, ajouter. Moi j'ai fait prendre la valeur de résultat plus une valeur. Voilà, donc vous aurez besoin de bien regarder cette partie du cours, la boucle for. Normalement, jusqu'à... Donc là, c'est l'exemple. Jusqu'à... Voilà, donc ici, il y a la syntaxe. Ça explique un peu plus en détail. Et après, d'autres exemples. Ok. Maintenant, on veut chercher le maximum de notre liste de nombres. Donc là, on a la somme. La question maintenant, c'est quel est le maximum? Donc le maximum, étant donné une liste de nombres, et étant donné qu'on est dans les boucles, là, il va falloir boucler encore une fois sur la liste. Et on se demande à chaque fois, est-ce que c'est le plus grand? Okay, donc, est-ce que ce nombre est le plus grand? Oui ou non? Est-ce que ce nombre est le plus grand? Oui ou non? Et pour ça, pour savoir si quel est le nombre le plus grand, on est obligé de parcourir toute la liste. Donc, c'est une méthode. Hein. Quelqu'un va vous demander comment je trouve le maximum d'une liste de nombres. La méthode que moi je vois, c'est que déjà on ne peut pas échapper. Hein. Il faut regarder tous les nombres de la liste jusqu'au dernier. Et une fois qu'on les a vus jusqu'au dernier, on peut dire ah ben le plus grand, ça va être lui, ou le premier, le deuxième, le centième. Ok. Mais comment on sait lequel est le plus grand? On le compare à quoi? Par exemple, si je suis ici, je prends lui, je dis est-ce que c'est le plus grand? Non, mais pourquoi je sais que c'est pas le plus grand? Comment je sais? Ok. Là, on le voit direct, hein, on voit que c'est lui. Mais comment, dans notre tête, comment on sait faire ça? Simplement parce qu'on le compare à tous les autres. Et quand on le compare à tous les autres, en fait, on regarde, on cherche, on se dit, est-ce que lui c'est le plus grand ou pas? Au début, on ne sait pas. Donc on considère que oui, on va dire 10, c'est potentiellement le plus grand de la liste. Après, on continue, on regarde le deuxième. Est-ce que 15 est plus grand? Est-ce que c'est le plus grand? Donc là, on va dire, le plus grand actuel que j'ai trouvé, c'était 10. Donc 15 est plus grand que 10, donc oui, 15 devient le plus grand. Après, on continue. Est-ce que 2, c'est le plus grand? Pour l'instant, le plus grand que j'ai trouvé, c'est 15, donc non, 2 n'est pas le plus grand. Et là, on termine. Est-ce que 20 est le plus grand? Il est plus grand que 15. Le plus grand que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'était 15. Donc oui, 20 est plus grand que 15. Donc le plus grand, c'est 20. Et comme la liste est à la fin de la liste, on a trouvé le plus grand. Donc là, je viens juste d'énumérer l'algorithme. Donc je vais reprendre ça et on va écrire l'algorithme pour... Donc ça, on supprime. Hein, je veux juste le modèle là, voilà. Donc, algorithme maximum. Résultat, ça va être le maximum de la liste de nombres. Je vais plutôt dire le plus grand nombre de la liste. Un peu plus clair, les paramètres, c'est encore une liste comme celle-là. Et donc le début, c'est... Donc j'ai ma boucle, encore une fois. Voilà. Je vais séparer un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc là, le maximum, c'était 20.
Donc pour chaque nombre, en fait, je compare n au plus grand que j'ai trouvé jusqu'à présent dans la boucle. Donc comme ici, hein, comme là, il va falloir une variable qui permet de retenir quel est le plus grand qu'on a trouvé actuellement jusqu'à un certain point de la boucle. Et il se trouve que c'est cette variable-là aussi qui va contenir le résultat final. Donc on peut l'appeler cette variable résultat. Mais je l'appelle résultat uniquement parce que dans ce cas-là, elle contiendra le résultat. Mais vous pouvez créer d'autres variables avec le nom que vous voulez, des variables temporaires, hein, j'aurais pu appeler ça Toto, ok, peu importe, un nom qui convient. Donc résultat prend la valeur, je vais mettre comme la forme dans le cours, hein, c'était mettre, dans le cours c'était écrit comme ça, mettre, donc en fait le maximum ici, on ne peut pas mettre 0, dans résultat. Je peux pas mettre 0 parce que 0, il est peut-être plus grand que les nombres de la liste. Si j'ai que des nombres négatifs par exemple, 0 va être mon maximum, mais alors qu'il n'est pas dans la liste. Okay, donc la valeur de départ, en fait, il faudrait dire moins l'infini. Moi, je mettrais comme ça, moins l'infini, mais malheureusement, on ne peut pas mettre moins l'infini. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là du cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le premier élément de la liste de nombres. Okay, on dit que le plus grand, c'est le premier élément de la liste. Donc, je vais dire mettre... comment on va écrire ça? Je vais l'écrire tout simplement. Le premier élément de liste nombre. Voilà. Le premier élément de liste nombre dans résultat. C'est-à-dire que résultat, là, il vaut 10. Okay. Donc maintenant, on va chercher dans la boucle, est-ce qu'il y a des nombres plus grands que 10? Je veux dire, pour chaque nombre n, je dis si n est plus grand strict que résultat, si on a trouvé un nombre qui est plus grand que résultat, ça veut dire que le nouveau résultat, le nouveau maximum, ça devient n. Donc je dis résultat prend la valeur de n. Et étant donné que ça va être répété jusqu'à la fin de la liste, et ça y est, on a trouvé notre maximum. Donc j'ai plus besoin du si, donc je sors du si, j'ai plus besoin de la boucle, parce que là la boucle, dans les termes, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit dans la boucle, donc je reviens en arrière, et là je fais retourner résultat. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire que là, vous remarquez que je mets le premier élément au début ici, là, dans le résultat. Donc d'abord, mon maximum vaut 10. Et dans la boucle, je commence avec n qui vaudra 10 aussi. Donc on reteste par rapport au premier. Donc c'est juste une remarque. Hein. C'est pas grave parce que le 10 n'est pas plus grand strict que 10. Donc en fait, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'il y a la première itération de la boucle est inutile. Voilà. Dernier point de exercice 1, les voyelles. Donc on a un mot et on veut savoir le nombre de voyelles qu'il y a dans ce mot. Ok. Donc maintenant on n'a plus une liste de nombres, on a un mot par exemple. Bonjour. Et là, ce qu'on veut c'est le total voyelles égale, donc là on a un O ici et O et U, donc ça fait 3 voyelles. Même question, comment je sais répondre à cette question? Comment je sais trouver le nombre total de voyelles dans n'importe quel mot? Donc je rappelle ici, hein, les deux algorithmes qu'on a fait précédemment fonctionnent pour toute liste. Okay, certains ont du mal avec ça parfois, quand on leur demande quel maximum, ils vont répondre 20. Oui, c'est bien beau, 20, mais si je change la liste, pour n'importe quelle liste, peu importe, elle peut avoir 10 milliards peut avoir un seul nombre, chaque liste doit avoir au moins un nombre, ou une infinité de nombres.
ces algorithmes savent répondre à la question de la somme et du maximum. Okay. Donc là, étant donné n'importe quel mot, comment on trouve le nombre de voyelles, le total de voyelles qu'il y a dans ce mot? Eh bien, comme vous avez vu dans le cours, okay, il était où? Il était là. Les boucles, pardon, les chaînes et les listes, on peut les voir un peu de la même façon. Okay. Une liste, c'est une suite ordonnée de choses. Et une chaîne de caractères, c'est une suite ordonnée de, cette fois-ci, c'est pas des choses, mais spécifiquement des caractères. Caractères, c'est la principale différence entre les deux, c'est que les listes contiennent n'importe quoi qu'on veut, alors qu'une chaîne de caractères contient que des caractères. Deuxième différence entre les deux, différence majeure, pour l'instant, on va pas trop appuyer dessus, mais ça va devenir important par la suite, c'est qu'une liste, on peut la modifier, c'est-à-dire que cette liste-là, je peux dire à tout instant que 2 devient 5. Par contre, jamais dans une chaîne de caractères, je peux dire que O devient P, par exemple. Qui ne va pas changer une chaîne, une fois qu'elle est créée, elle est inchangeable. Bref, revenons à ça. Donc ben là, étant donné que c'est un peu pareil, on peut boucler aussi. Donc on va boucler sur un mot, on peut boucler lettre par lettre. Okay. On peut dire pour chaque lettre du mot, et puis on fait une action. C'est ce qu'on va faire en fait. Donc on va dire pour chaque lettre du mot, est-ce que cette lettre est une consonne ou une voyelle? Voilà. Donc si c'est une consonne, ben, on passe à la lettre suivante. Si c'est une voyelle, ben, on retient, on dit ah, j'ai trouvé une voyelle de plus. Donc là il faut un compteur en fait. Donc qui dit qu'il faut un compteur dit qu'il faudra une variable qui compte. Ok. Donc il faudra une variable qui compte. Comme ça à chaque fois qu'on retrouve une voyelle, on dit mon compteur prend la valeur de plus 1. Et voilà, c'est à peu près tout. Et comment on sait qu'une lettre est une voyelle ou pas? Ben là, on va énumérer toutes les voyelles en fait. On va dire, est-ce que cette lettre est A ou E ou I? Ok, d'accord. A, E, I, O, U, Y. Est-ce que la lettre est A, E, I, O, U ou Y? Voilà. Donc étant donné qu'on n'est pas encore en Python, mais on est en algorithmique, donc on peut l'écrire de façon plus ou moins informelle, mais suffisamment détaillée quand même pour que ce soit considéré un algorithme et pas juste des instructions comme ça trop vagues. Okay, donc je rappelle qu'un algorithme, en fait, on considère que la machine ou la personne qui lit l'algorithme sait faire des choses de base. Okay. Sait faire des choses de base, mais pas plus. Par exemple, elle sait boucler sur une liste, elle sait boucler sur une chaîne de caractères, elle sait faire des additions, elle sait tester. D'accord, un peu comme ici. Hein. Donc, la machine ou la personne sait faire un test, elle sait faire une addition, elle sait boucler, elle sait se rappeler, elle sait avoir des variables et se rappeler de la valeur de la variable. Voilà, ce genre de choses. Donc, étant donné un ensemble d'actions élémentaires, comment je découpe un problème en ces actions élémentaires? Donc, les actions élémentaires, là, c'est à vous justement de connaître le cours. Dans le cours, on peut voir quelles actions élémentaires on est capable de faire. Et normalement, on peut résoudre des problèmes très complexes à partir de ces éléments, de ces actions élémentaires. Alors, les voyelles. Donc j'ai donné l'algorithme hein, juste avant. Donc maintenant, on va l'écrire. On va appeler ça voyelle. Le résultat le total de voyelles présente dans le mot. Paramètre, un mot. Ok. Donc là, le cœur de l'algorithme, ça va être la boucle. Okay, donc je dis, pour chaque lettre L de mot, donc lui, je dis, je me pose la question, est-ce que L est une voyelle? Okay, donc je dis, j'avais dit que si L est une voyelle, si elle est A ou E ou I, O, U, Y. Ok, d'accord. Donc si L est A ou E, donc c'était A, E, I, A, E, I, O, U, Y. A ou E ou I, donc quelque chose comme ça, d'accord? O ou U ou Y.
C'est un peu long à écrire, mais pour l'instant, on écrit de façon plus ou moins informelle. Si ma lettre c'est ça, alors ici, j'avais dit que on compte plus 1. On a trouvé une voyelle, donc c'est bien ça. Hein. Donc là, il faut bien entourer de simples guillemets pour dire que c'est pas des noms de variables, mais bien une chaîne de caractères. Donc, en fait, une lettre, c'est aussi une chaîne de caractères en Python. Donc, je dis, est-ce que la lettre actuelle est égale à... Voilà, est égale à la chaîne A, ou la chaîne E, ou la chaîne I, etc. Donc, si c'est ça, j'augmente mon compteur. Pour l'instant, j'ai pas... Et c'est quoi mon compteur? Je n'en ai pas. Donc, quand c'est comme ça, on crée simplement la variable, hein, je dis, qui également, encore une fois, la variable, ce sera le résultat final. Donc, je peux l'appeler résultat. Prends la valeur de... c'est 0. On considère qu'un mot, à la base, il contient 0 voyelle. Donc, pour chaque lettre L du mot, si L est une voyelle, alors résultat, donc c'est un peu ça là, c'est un peu la même chose, résultat prend la valeur de résultat plus 1. Il y a plusieurs façons de dire ça, d'accord? En cours ou en contrôle, on peut aussi dire on incrémente résultat de plus 1. Okay. Voilà, ce genre de choses. Il faut juste que ce ne soit pas ambigu vos actions. Voilà. Et donc j'ai fini le si, j'ai fini la boucle et je fais retourner résultat. Donc on peut tester l'algorithme sur l'exemple. Donc là je dis, donc on commence, on fait l'exécution dans notre tête. Hein. Résultat vaut 0. Je commence la boucle. Donc L au début il vaut B majuscule. Est-ce que B est égal à une de ces lettres? Non. Donc je passe à la... Donc ça s'exécute pas. Je passe à la lettre suivante. O. Est-ce que O est égal à O? Oui. Donc là c'est des OU. Hein, d'accord. Donc il suffit de un seul... Il suffit que L soit égale à une seule de ces lettres. Rappelez-vous la logique booléenne. Un seul vrai là-dedans, un seul vrai vaut vrai. Donc si L est égal à une seule de ces lettres, le tout là, l'expression vaut vrai. Et donc si l'expression vaut vrai, le si là, ce qu'il y a dans le si s'exécute. Donc résultat passe de 0, il passe à 1. Et on continue comme ça. Donc là, ça va être non, non, oui. Donc résultat vaut 2. Oui. Ok, U. Donc résultat vaut 3. R, non. Fin du mot. Donc ici, la boucle s'arrête. On continue ici et on retourne le résultat. On ne fait pas un affichage, je rappelle, on ne fait pas un affichage, on retourne la valeur. Comme ça, si quelqu'un veut... le code ou la personne qui exécute notre algorithme, il récupère la valeur, il dit « Ah ok, j'ai la valeur » et après il peut en faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il pourra faire d'autres calculs, l'afficher, continuer un programme avec ce résultat-là. Exercice 2 maintenant. L'exercice 2 est quasiment la même chose que le premier, avec des problèmes à résoudre un peu différents. Mais en plus de l'algorithme, on va devoir écrire le code Python correspondant. On va passer un peu moins de temps sur les algorithmes parce qu'ils sont assez simples et puis que si vous avez compris le premier, vous comprendrez facilement le deuxième exercice. On va passer par contre plus de temps sur la partie Python, traduction en Python. Ok, donc on commence par le minimum. Le minimum, c'est à peu près la même chose que le maximum de l'exercice précédent. On va juste changer 2 ou 3 petits détails. Donc je crée un nouveau fichier. Donc quand je crée un nouveau fichier ici, dans Notepad++, donc je vais coller d'abord. Vous voyez que j'ai des actions qui se passent à mon écran. Ça c'est parce que moi j'utilise les raccourcis clavier. Faut pas s'étonner. Mais là en fait pour créer un nouvel onglet là, j'ai fait soit vous faites New ici, vous cliquez sur la petite icône, soit vous faites File. Enfin vous ce sera en français je pense. Nouveau fichier ou New et ça vous ouvre un nouvel onglet en fait. Hein. Sachant qu'un nouvel onglet n'est pas encore un fichier, c'est simplement comme si c'était un fichier non enregistré encore qui n'existe que dans la mémoire de Notepad++. Ok.
Et après, pour enregistrer, bah, c'est la plus petite disquette, c'est la disquette ici, ou bien vous faites fichier, sauvegarder, ou bien moi je fais CTRL S pour le raccourci clavier. Voilà. Ok. Donc le minimum. Là, c'est bien ça, hein, on veut le minimum ici dans l'exercice 2. Donc je change juste ça en plus petit et ça j'inverse. Et voilà, on a l'algorithme du minimum. On voulait aussi, l'exercice nous demande de trouver le résultat sur ces deux listes, de trouver à la main, okay, visuellement. Donc là, le minimum c'est 3. Et ici, le minimum c'est moins 9. Voilà. Un autre exemple de liste. Non, franchement, c'est tellement simple que c'est bon, on n'a pas besoin d'un autre exemple. J'estime que c'est pas la peine. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, traduire l'algorithme en Python. Maintenant, je vais créer. Donc, ces deux onglets-là, c'est juste moi qui écris pour la correction. Par contre, maintenant, on va devoir créer un fichier Python qui contient du code Python parce qu'on veut l'exécuter. Enfin, on voudra l'exécuter une fois qu'il sera. Au fur et à mesure et vérifier que c'est correct. Donc je crée un nouveau fichier, donc rappelez-vous ce bouton-là, ou New, ou alors CTRL N. Vous voyez que la petite disquette ici, elle est bleue, premièrement. Dès que j'écris, elle devient rouge. Ça veut dire que c'est Notepad++ qui nous dit que, attention, l'onglet actuel là qu'on voit, ce qui est visible, soit c'est un fichier qui n'existe pas encore, que j'ai commencé à écrire et à éditer, mais qui n'existe pas encore, soit il existe, mais je l'ai modifié depuis son dernier enregistrement. Donc il y a des modifications non enregistrées. Okay. Donc là, c'est un fichier que je n'ai pas encore créé. Donc je fais sauvegarder, c'est la disquette là, ou bien CTRL S. Okay, donc on fait sauvegarder. Et vous choisissez un endroit de votre disque dur où vous voulez enregistrer le fichier. Donc moi je mets sur le bureau parce que c'est plus facile pour moi pour faire la démonstration. Mais vous mettez plutôt dans un endroit, créez un dossier dans vos documents où vous mettez tout votre TD, TP de Python. Ok, et là je pourrais le nommer, donc c'était exercice 2 du TD2. Je peux nommer TD2 Exo 2. Mais la première chose ici qu'on remarque, c'est que je ne veux pas d'espace, je vais mettre un underscore. Pourquoi je ne veux pas d'espace? Parce qu'après ici, au moment où je vais écrire, pour exécuter mon fichier, au moment où je vais écrire Python, donc si je mets un espace ici, le nom ça va être Python TD2 Exo 2, et après ici je vais mettre à la fin .py. Okay, donc je vais mettre .py, et là il y a un espace. Et dans une commande Windows, on ne peut pas mettre d'espace. Donc là, si je mets un espace ici, il va falloir entourer de double guillemets le nom du fichier. Donc si vous mettez un espace, il faudra faire ça. Si vous ne voulez pas vous embêter avec les doubles guillemets, à ce moment-là, il ne faut pas mettre d'espace. Il faut donc un underscore. Underscore, c'est comme un espace, mais visuellement, ça ressemble à un espace, mais ça n'en est pas un. Ok. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai rajouté .py. Si je ne mets pas d'extension, l'extension qui va être ajoutée automatiquement, ça va être celle que j'ai sélectionnée ici. Donc vous voyez que la liste est longue. Notepad++ reconnaît de nombreux langages, et là, on voit qu'il y a Python ici. Il est où? Python. Voilà. Donc au moment où je sélectionne, vous voyez qu'il rajoute automatiquement l'extension qu'il faut. Mais vous n'êtes pas obligé en fait, hein, vous pouvez écrire l'extension directement. Donc quand vous sauvegardez un fichier, vous laissez ici l'option par défaut, c'est ça, .txt. Mais vous rajoutez .py. Et c'est bon, ça va vraiment s'enregistrer avec ce nom de fichier là. Même peu importe peu importe la sélection dans ici là. Ok. Mais avant, je vais quand même copier le nom de mon fichier. Avant d'enregistrer, je vais juste vous montrer quelque chose spécifique à Notepad++. Si je commence à écrire mon code Python, je fais donc là, le code, ça va être commencer à écrire la fonction. Vous vous rappelez donc la fonction dans le cours, quand j'ai l'algorithme se transforme en fonction. Et la fonction, on commence à la décrire avec cette ligne def espace. Okay, donc j'écris
def espace, le nom de l'algorithme, donc c'est minimum. Je mets entre parenthèses. Entre parenthèses, je mets tous les noms des paramètres. Si j'ai plusieurs paramètres, je mets leur nom séparés par des virgules. Là, j'ai qu'un seul paramètre, donc je mets juste son nom. C'est liste nombre. Sans espace, encore une fois, parce que si je mets un espace ici, là, Python va se plaindre. Je ne comprends pas là. Soit vous mettez une virgule et après un espace, soit vous mettez pas d'espace. Mais il n'y a pas d'espace comme ça sans virgule. C'est pour ça que j'avais mis underscore dans l'exercice précédent. Voilà. Et après, je mets 2 points. Et là, je peux commencer à écrire le corps de ma fonction. C'est-à-dire ce qu'il y a ici. Voilà. Mais vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il n'y a pas la coloration des mots-clés là. C'est parce que je n'ai pas enregistré mon fichier encore. Cet onglet n'existe pas sur le disque dur. Il n'est pas un fichier. Donc là, au moment où j'enregistre, je remets le nom de fichier que j'avais mis tout à l'heure sur mon bureau. Et quand je fais enregistrer, voilà. Maintenant, j'ai la coloration. Parce que mon fichier est bien reconnu par Notepad++ comme un fichier Python. Voilà, c'est un peu long comme explication, mais je préfère prendre le temps, comme ça vous comprendrez pour la suite. Donc si je vais sur le bureau avec la touche raccourci, touche Windows plus D, comme desktop, là, voilà mon fichier. Il est là, donc il est ouvert ici, et on peut déjà l'exécuter en fait, hein, il existe, hein, donc là, il va me donner une erreur, parce que là, je ne peux pas laisser comme ça une fonction avec rien du tout dedans. C'est interdit en Python. On peut exécuter déjà, mais on aura une erreur. Donc juste pour éviter qu'il y ait une erreur, je vais mettre au moins une action avec un print. Vous vous rappelez, la fonction print, ça permet d'afficher. Donc j'appelle la fonction print et j'affiche un message. Donc un message, c'est une chaîne de caractères et je dis bonjour. Voilà. J'enregistre. Rappelez-vous, il faut que la petite disquette ici soit bleue avant d'exécuter le programme. Sinon, vous exécuterez quelque chose que le fichier sous sa forme sa forme enregistrée, qui est différente de la forme que vous voyez ici. Donc, enregistrez bien. Et là, je ne peux pas faire ça. Okay, donc là, j'avais dit que Python espace le nom du fichier, ça exécute le fichier. Mais le problème, c'est que ce fichier-là, il est quelque part. Il n'est pas n'importe où. Il est sur le bureau. Okay. Or, moi, dans ma console, ici, dans mon invite de commande, je ne suis pas sur le bureau. Donc, quand je dis, je donne le nom du fichier, il va dire non, il est où votre fichier là? Je ne le connais pas, il n'est pas là. Il n'est pas dans le dossier actuel là. Et le dossier actuel, c'est disque local C, dossier users, dossier Arnaud. Donc si je vais là, je vais dans ce PC, ici là, vous voyez, dans cette vision là, là je peux voir tout mon disque dur, enfin tout mon ordinateur en fait, hein, tous les disques durs, les partitions, etc. Donc si je vais dans disque local C, vous voyez que là je suis dans users. En fait, Microsoft est un peu, Windows il nous cache un peu les choses, il essaie de nous simplifier la vie, mais dès qu'on commence un peu à creuser, ça devient un peu... on voit qu'il essaie de nous cache des choses en fait. Donc le dossier users, vous ne le verrez pas ici parce qu'il est traduit. Son vrai nom c'est users, mais dans l'explorateur ici, dans la fenêtre, c'est utilisateur en fait. Donc si je vais là, vous voyez qu'ici, donc je peux voir le chemin si je clique ici. Vous voyez, je suis dans disque local C, dossier users. Voilà, et là je suis donc dans Arnaud. Voilà, je suis là. Et là, j'ai pas mon fichier qui est là, il n'est pas là. Okay, le fichier que je veux exécuter, il est sur le bureau. Et le bureau, en fait, il est ici. Bureau. Voilà, donc le chemin, c'est C, users, Arnaud, desktop. Desktop, en anglais, veut dire bureau. Donc ici, il faut que je me déplace. Il faut que je me déplace avec la commande cd. Donc je fais change. cd comme change directory, d'accord? Change directory, c'est la contraction de change directory. Ça veut dire changer de répertoire en anglais.
Donc la commande change directory, c'est une commande de la console Windows, là dans laquelle on est. La console Windows reconnaît la commande cd, donc je fais cd espace. Et là, je peux mettre un chemin complet ou un chemin relatif. Donc un chemin complet, ce serait par exemple c, backslash. Je crois que d'ailleurs on peut utiliser slash aussi. Windows ne fait pas trop la différence entre les slash et les backslash. Pareil pour les majuscules, minuscules, il ne fait pas la différence, donc je préfère ça. cd, c'est users. Et vous voyez, j'ai changé de répertoire. En fait, je suis venu dans le répertoire parent, c'est-à-dire ici. Je peux changer de chemin. Ça, c'était de façon absolue. D'accord. Donc, j'écris le chemin complet. Je peux écrire users, Arnaud, desktop. Là, il ne faut pas se tromper dans les noms, c'est précis, c'est lettre par lettre. Et voilà, je me suis déplacé. Ça, c'est parce que j'écris un chemin complet. Mais je peux aussi écrire un chemin relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris un chemin, j'écris le nom d'un dossier, je fais cd espace, et là j'écris le nom d'un dossier qui existe dans le dossier actuel. Donc si je reviens en arrière, il y a un dossier spécial aussi, c'est le 2 points. Ça veut dire que je reviens dans le dossier parent. Donc ça veut dire qu'ici, si je fais cd espace 2 points, point, je vais aller dans le dossier Arnaud là. Voilà. Donc tout ça pour dire que je peux aussi écrire cd avec le nom j'écris le nom d'un dossier qui existe là dans le dossier actuel. Donc là, étant donné que je suis dans ce dossier là, je vais écrire le nom du dossier bureau. Donc, je fais cd desktop. Voilà. Ok, donc si ça c'est un peu compliqué, normalement il y a tout un cours que vous devriez avoir dessus, ça s'appelle système d'exploitation, où on explique un peu les systèmes de fichiers, les chemins absolus et relatifs. Mais là vous devriez déjà avoir une petite introduction. Voilà, vous aurez besoin que de cette commande là, cd, de comprendre que cd fonctionne dans la console, que comprendre les notions de dossier, parent, les dossiers, et de chemin ici. Ok. Ça c'est pratique d'avoir le chemin ici. Donc quand vous avez un chemin, vous pouvez faire un copier, okay, et vous coller, vous pouvez faire cd, coller. Voilà. Il y a une deuxième commande que vous pouvez utiliser, pas besoin de connaître plus que ça, c'est la commande dir, comme directory. Okay, directory, c'est pour, en fait, ça permet c'est la contraction de directory, ça permet de lister tous les fichiers qu'il y a dans le dossier actuel. Donc là, je suis dans le dossier Arnaud. Donc vous voyez, j'ai tous ces fichiers-là. Si je fais dir tout court, il va me lister tous les fichiers du dossier Arnaud. Là. Voilà. Et là, voilà. Donc là, vous avez le dossier 2 points, c'est le dossier parent en fait. Le dossier point, c'est le dossier actuel. C'est une convention, ça existe. Vous retrouverez ça dans Linux et dans Mac aussi. Et là, j'ai tous mes dossiers. Donc là, quand c'est un dossier, vous voyez, il met dir. Quand c'est un fichier, là j'ai un fichier texte, il ne met pas que c'est un directory. Vous avez la date, je crois que c'est la date de modification ou de création, je ne sais plus. Voilà, là il me met un fichier, donc c'est celui-là, 30 répertoires. Voilà. Vous voyez, c'est de l'information en fait qui est disponible sous cette forme-là visuelle, sauf que là c'est sous forme textuelle. Et c'est comme ça que ça fonctionnait autrefois. C'est un genre de vestige des origines de l'informatique, de Windows. Ok. Donc, tout ça pour dire qu'on se déplace sur le bureau. Il y a la commande CLS aussi qui permet de faire clear screen. Okay. Contraction de clear screen. CLS permet de nettoyer un peu l'affichage de ma console. Je vous avais montré aussi la dernière fois que là, si je fais... Donc, j'ai mon fichier, vous voyez, je fais clic droit dessus. Et je peux copier ici, donc le clipboard, ça veut dire presse-papier, ça veut dire l'espace mémoire ou quand on fait copier-coller. On appelle ça le presse-papier. Donc je peux copier le chemin complet du fichier dans le presse-papier. Donc si je clique dessus, donc je fais clic droit, et là je fais clic gauche pour sélectionner cette option. Vous voyez, si je fais maintenant coller, donc paste, en fait, ça me permet, ce raccourci-là permet d'avoir ça. Ça permet de faire un copier-coller de ça. Et ça, c'est le chemin complet, justement, y compris avec le nom du fichier à la fin. Donc ça, c'est pratique parce que si vous avez ça, et le deuxième option, là, la troisième, pardon, ici, ça c'est le chemin, vous voyez,
current directory, donc le répertoire actuel qui contient le fichier là. Donc ce fichier là, bah, c'est celui-là, il est dans le bureau. Donc, si je fais clic droit, je sélectionne ça. En fait, ça me copie dans le presse-papier le chemin en fait. Donc ça, cette partie-là. Ça c'est pratique du coup, parce que quand vous ouvrez votre invite de commande, donc si je la réouvre, je fais invite de commande. Peu importe ici là où vous vous situez au début, et peu importe où vous avez enregistré votre fichier, par exemple vous avez enregistré votre fichier dans votre document, vous faites clic droit, chemin, copier le chemin, et là vous faites CD, et vous faites clic gauche, et coller. Vous faites CTRL V, je crois que c'est Windows, je suis sur Windows 10, CTRL V ça fonctionne aussi. Voilà. Et vous faites Entrée. Et voilà, on est directement dans le dossier, okay. Peu importe quel dossier, ce sera le bon dossier. Et encore plus simple, si vous copiez ça, ça veut dire si je fais clic droit, je copie le chemin complet, ben en fait on peut carrément, je referme, je réouvre, imaginons que vous ouvrez votre invite de commande, je peux carrément directement écrire, pas besoin de cd, tout ça, de changer de directory, vous faites Python, et vous faites ça. Ok. Donc là vous voyez qu'en fait, au lieu de dire juste le nom du fichier que je veux exécuter, le fichier Python, il y a le fichier et tout le chemin qui va avant. Okay. Donc le chemin complet, et là ça va fonctionner. Là, je peux exécuter. Là j'aurai une erreur hein, si je fais entrer. Oui, j'ai pas enregistré, pardon. Donc là, si je fais ça, j'enregistre. Voilà, et j'en fais ça. Donc dans la console, la flèche du haut sur le clavier permet de revenir dans l'historique. Okay. Donc là, si je veux, au lieu de réécrire tout ça, je fais flèche du haut et il me met la dernière commande exécutée. Je fais entrer. Oui, ça fonctionne. Si je veux exécuter ma fonction ensuite, je fais le nom de la fonction, parenthèse, et puis là, je mets une liste de nombres vide, liste vide. J'enregistre. Je réexécute la dernière commande. Et vous voyez qu'il m'affiche bonjour. Je viens d'exécuter ma fonction avec une liste vide et elle affiche bonjour. Donc ça fonctionne bien. Vous voyez, je ne me suis même pas déplacé, j'ai directement écrit Python et le chemin complet vers mon fichier. Faites attention quand même, parce que si vous faites ça et qu'il y a un nom, il y a un espace ici dans le nom, par exemple ici, je sais pas, vous allez écrire dans mes documents TD Python. Okay. Votre dossier ici va s'appeler TD Python. Faites quelque chose comme par exemple Documents et ça va être TD non Exo Python par exemple. Voilà. Vous avez créé vous avez créé un dossier que vous avez appelé Exo Python. Donc là vous mettez un espace. Malheureusement cet espace il va devenir ici, il va être ici là. Et là j'avais dit que les espaces dans les noms de fichiers, mais y compris dans les noms de dossiers, c'est pas toléré dans la ligne de commande Windows. Donc là, il va falloir mettre entre double guillemets. Ok, donc revenons à notre exercice. Je vais supprimer l'appel à la fonction. Et je vais supprimer ça. Donc revenons au niveau où on était. Ok, donc maintenant on va traduire ces quelques lignes d'instruction en Python. Ok, donc là on est au minimum et on fait le petit e. Alors, mettre le premier élément de la liste nombre dans résultat. Donc là ça veut dire qu'on crée une variable qui s'appelle résultat et on lui donne comme valeur initiale le premier élément de la liste. Donc comment on obtient l'élément? Enfin déjà, créer une variable, c'est ça. Hein. Donc je vais éviter de mettre des accents dans le code. On peut, hein. Si je mets les accents, ça ne change rien. Donc je mets résultat égal. Donc ça veut dire que je crée une nouvelle variable qui s'appelle résultat et sa valeur initiale sera quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le premier élément de liste nombre. Donc comment on obtient l'élément d'une liste ou d'une chaîne? Donc là, je vous ramène au cours. Il y avait l'opérateur, si on peut appeler ça, ouais, c'est un opérateur, un crochet ouvrant, crochet fermant.
C'était où déjà? Là. Indexation. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc si on écrit le nom, ok, donc ça c'est le cours, page 55. Si vous écrivez le nom de la variable suivi de entre crochets une expression qui vaut un nombre entier, un int, donc de type int, bah ça nous ramène l'élément correspondant, d'accord? Donc je vous ramène au cours. Donc là, ça veut dire que si je veux le premier élément de liste nombre, j'écris le nom de la variable et entre crochets, suivi de entre crochets l'indice de l'élément que je veux, sachant que le premier élément commence à 0. Donc 0. Ok. Ensuite, j'ai une boucle pour chaque nombre n de la liste nombre. Donc ça, c'est la boucle for. For, et là, ça s'écrit for n in liste nombre. Et je fais 2 points, je saute une ligne et je décale d'un cran vers la droite. Donc là, ça veut bien dire ce qu'il y a ici, hein, d'accord? Pour chaque nombre n dans la liste nombre. Là, j'ai un si, donc c'est if n plus petit que résultat. 2 points, on saute à la ligne, je décale d'un cran. Résultat prend la valeur de n, donc résultat égale n. Donc là, rappelez-vous ici que les majuscules, minuscules, ça compte en Python. Hein. La variable grand N n'est pas la même chose que petit n. J'aurai une erreur si je laisse comme ça. C'est bien grand N. Voilà, retourner résultat. Donc je fais return résultat. Pareil ici, si j'utilise un accent dans le nom de ma variable, je dois l'utiliser partout. Hein. Voilà, donc ça c'est la fonction minimum. La fonction minimum, donc on était là au TD2, ok. On vérifie qu'elle fonctionne quand même avant de passer à la moyenne. Donc sur les listes, les deux listes précédentes, donc sur ces deux listes-là, on veut que notre fonction retourne bien 3, et sur cette liste-là, notre fonction doit retourner -9. Donc comment on teste ça? Maintenant que j'ai déclaré, donc je vous rappelle, une fonction, il y a deux choses. Il y a sa déclaration, donc ça c'est du code, on écrit comme ça. Donc là on vient de déclarer une fonction avec son nom, ses paramètres et ce qu'elle fait. Maintenant comment on l'utilise? Parce que si je laisse mon programme comme ça et que je le lance, donc j'ai bien mon fichier qui est là, donc là je me déplace, je me déplace ici sur le bureau. Voilà, et j'exécute, donc Python td2. Pareil, quand vous commencez à écrire le nom d'un fichier, que le fichier se trouve bien, ou d'un dossier, qui se trouve bien dans le dossier actuel, donc là je suis bien sur le bureau, vous appuyez sur la touche tabulation sur le clavier, la touche qui se trouve juste à gauche du A sur le clavier, à gauche du A. Vous appuyez sur Tab et vous verrez que automatiquement le nom est complété. J'exécute, et vous voyez que là il ne se passe rien. En tout cas, il se passe quelque chose, mais nous, on ne voit rien à l'affichage. Donc, ce qui se passe, c'est que Python exécute ça, mais ça, c'est pas vraiment... Ça, c'est une déclaration, donc en fait, ça ne fait rien. Maintenant, il faut appeler la fonction. Donc, première chose, on déclare une fonction, et deuxième chose, on appelle ensuite la fonction. Et ce qui est bien, c'est qu'au moment de l'appel, là, on peut appeler autant de fois qu'on veut, simplement avec le nom de la fonction, et on lui passe, à ce moment-là, au moment de l'appel, les vrais paramètres. Paramètres on appelle effectif. Donc une liste, je ne peux pas mettre une liste de nombres comme ça. D'accord? Je ne peux pas mettre ça parce que ça voudrait dire que chaque nombre là, c'est un paramètre. Donc ça, c'est le premier paramètre, le deuxième paramètre, le troisième paramètre. Or, ma fonction, on a vu, elle ne prend qu'un seul paramètre. Et ce paramètre, c'est une liste. Or là, j'ai pas une liste, j'ai plusieurs paramètres. Chaque paramètre est un int. Si je veux que ce soit une liste, j'entoure tout ça entre crochets. Ok. Voilà, donc là je vous ramène encore au cours. Comment on déclare les listes. Comment on déclare les listes. Donc là on a un exemple, mais bon ça c'est pour la fonction range.
Voilà. Donc là, à la page 57, vous avez des exemples. Ok. Voilà. Donc là, si je sauvegarde, rappelez-vous, toujours sauvegarder, moi je fais CTRL S. Là, ça va fonctionner, toujours. Mais je ne vois toujours rien. Ça, c'est parce que il a bien exécuté, mais j'ai pas d'affichage cette fois-ci. J'ai pas d'affichage, c'est-à-dire j'ai pas de print. Et là, il m'a bien renvoyé un résultat. Donc là, j'ai ça, cette ligne-là, c'est comme une expression, d'accord? On a dit que un appel de fonction, c'est une expression. Pourquoi? Parce que quand la fonction s'exécute, elle retourne une valeur. Cette valeur, d'ailleurs, on peut continuer à l'additionner avec quelque chose, d'accord? Donc là, je prends le minimum et je lui additionne ensuite, je lui additionne 5. Donc, étant donné que c'est qu'une expression, c'est une valeur. Mais une valeur, c'est comme si là, j'écrivais 5. Ça fait rien, d'accord? 5, bah oui, 5, 5, et alors? C'est autorisé en Python d'écrire une ligne de code où il n'y a qu'une valeur, une expression, mais on ne fait rien avec. Donc, puisqu'on ne fait rien avec, bah, voilà, c'est perdu en fait, hein. Là, ce que je veux, c'est un print. Donc, je veux afficher, donc je fais print, et j'entoure toute mon expression, ok, entre la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante de mon print. Parce que je vous rappelle qu'une fonction, pour l'appeler, donc la fonction print, je l'appelle et je fais toujours entre parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ces paramètres. Donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est l'appel à minimum. Si c'est un peu, si là, ça vous effraie un peu, on peut séparer cette ligne en deux lignes avec une variable intermédiaire. Donc je peux dire que min est égal à, voilà. Donc là, je lance l'exécution de ma fonction minimum sur cette liste. Ensuite, ça va me calculer le résultat, donc c'est-à-dire ça va me retourner 3 en fait, hein. Ça vaudra 3, et ensuite minimum prend la valeur de 3. Et maintenant, je peux afficher min. Faites attention à ne pas dire minimum, d'accord? Parce que là, on a le même nom à gauche et à droite. Donc là, si je fais ça, j'ai maintenant l'identifiant minimum. Ici, un coup, jusqu'ici, jusque-là, c'est la fonction en fait. Et ensuite, après cette ligne-là, minimum, c'est plus une fonction, mais ça devient un nombre. Ok, donc faites attention à ne pas redéfinir un nom comme ça. Surtout avec les variables, ça va, mais avec les fonctions, les noms de fonctions, on ne redéfinit pas une variable qui porte le nom d'une fonction. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, si j'exécute ça, normalement, je devrais voir 3. Voilà. Donc j'ai 3, ça fonctionne. Et sur le deuxième exemple, je vais copier ça. Je vais dupliquer cette ligne. Et là, ici, je mets ma liste de nombres. Et je vais mettre en dessous avec un deuxième print. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, sur cette ligne-là, la variable min n'existe pas. Donc elle est créée et elle prend une valeur initiale qui vaut 3. Et là, cette ligne-là, min existe déjà. Simplement, je lui donne une nouvelle valeur qui est le résultat de l'exécution de minimum, mais cette fois-ci sur une nouvelle liste. Et là, le résultat sera moins 9 normalement, hein, si on ne s'est pas trompé. J'affiche à nouveau min. J'enregistre bien. Et voilà, donc là j'ai bien 3 et moins 9. On continue avec la moyenne. Ok, donc la moyenne, on va refaire, hein, on va repasser par tout le petit a jusqu'à petit e pour la moyenne. Avant de continuer, j'ai oublié de préciser ici que, vous voyez, ces lignes-là, je les ai bien redécalées vers la gauche, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être comme ça. Mais si vous laissez comme ça, en fait, il se passe rien encore, hein. Donc si je sauvegarde et que je réexécute, il se passe rien à nouveau. Pourquoi? Parce que ces lignes-là maintenant font partie du corps de la fonction. Okay. Tout ce qui est décalé à droite ici, après cette ligne-là, tout ce qui sera décalé au moins un cran vers la droite fera partie de la fonction. Donc ce sera exécuté que au moment de l'appel de la fonction. Or là, ensuite, j'ai aucun appel ici après la fonction. Alors que là, je sors ces lignes de l'exécution de la fonction, de la définition de la fonction. Donc la fonction est définie jusque-là. Et pourquoi je sais qu'elle s'arrête à cette ligne-là? C'est pas à cause du return.
c'est parce que ici, on revient à gauche. Voilà, donc ça revient vers la gauche au même niveau que ici, okay? Même niveau vertical. Voilà. Donc ça, c'est mon minimum. Quelque chose que vous avez pas, qu'apparemment je vous ai demandé, mais vous n'avez pas vu, vous avez oublié, je sais pas, c'est les commentaires en Python. Donc un commentaire, c'est une ligne qui est ignorée par Python en fait, hein. C'est juste pour nous, être humains, pour lire, pour écrire des choses en fait, pour écrire ce qu'on veut, d'où le nom commentaire. Donc une ligne de commentaire, un commentaire ça peut être sur une ligne, c'est-à-dire vous commencez par le symbole dièse. Donc sur le clavier, vous faites la touche Alt-GR à droite de la touche espace. Alt-GR, vous gardez appuyé, plus la touche 3 au-dessus du Z et du E. Okay, et là, vous aurez dièse. Donc vous démarrez une ligne par dièse. Et en fait, vous voyez, elle se colorie en vert dans Notepad++. Mais pour Python, ah oui, aussi la coloration, c'est purement visuel, hein. C'est une facilité de Notepad++. Mais Python, lui, quand il lit le code, il voit pas les couleurs, bien sûr, hein. Pour lui, du code, c'est juste du code. Il n'y a pas de couleur. Donc là, je mets dièse devant, ici, pour dire... Pourquoi? Parce que je veux garder ces lignes. Je veux pas les supprimer. Je pourrais les supprimer, ça revient. Ça, c'est comme si je les avais supprimées, en fait, du point de vue de Python. Mais moi, je veux les garder quand même parce que je veux pas les supprimer pour le moment. Ok. Et là, là, ça fera rien, hein, à nouveau. Ok. Donc, la moyenne. La moyenne. Donc l'algorithme, ici on va mettre algorithme moyenne. Donc moyenne, une liste de nombres toujours, résultat, la moyenne des nombres de la liste. Voilà. Donc une moyenne, si on se rappelle comment on calcule une moyenne, il faut ajouter tous les nombres entre eux et diviser par le nombre de valeurs. Donc le total de nombres. Enfin le nombre de nombres en fait. Ok. Donc additionner tous les nombres entre eux, ça va être assez facile, hein. Il suffit de faire une boucle. Donc je dis encore ici, hein, pour chaque nombre n de la liste nombre, j'ajoute n. J'ajoute n à la somme totale jusqu'au stade actuel de la boucle. Donc on va créer une variable, je vais appeler total, somme totale, underscore, hein, somme totale. Au début, elle vaut 0. Donc initialisation de la variable avant la boucle. Donc, avant de démarrer la boucle, on dit que la somme, c'est 0. Et à chaque nombre de la liste, je parcours la liste, et à chaque nombre, j'ajoute n. Donc ici, pardon, celui-là, on est en algorithmique, on n'est pas en Python. Donc, somme totale prend la valeur de 0. Somme totale prend la valeur de... Et là, c'est somme totale plus n. Ou bien, vous pouvez écrire ajouter n à... Et là, vous mettez le nom de la variable. À somme totale. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je sors de la boucle. Ok, donc une fois qu'on arrive à cette ligne-là, eh ben, on a la somme, ça y est, tous les nombres de la liste ont été ajoutés les uns avec les autres. Et maintenant, je veux faire que on va diviser somme totale par le nombre d'éléments de la liste. Comment on obtient le nombre d'éléments? Comment je sais cette information, le nombre d'éléments d'une liste? Dans le cours, on nous donne, alors c'était la longueur, donc c'était ça, la fonction len, voilà. Donc là c'est la longueur d'une chaîne, ok, avec la fonction len. Len c'est un raccourci pour length. En anglais, length ça veut dire longueur, donc len c'est une fonction prédéfinie dans Python comme print. Donc print on connaît, hein. Et len, ça ce sera ensuite en Python. Donc on va voir la longueur d'une liste. Pour l'instant on n'est pas en Python encore, donc je m'avance un petit peu.
Donc là, je vais faire somme totale prend la valeur de, ou plutôt, ouais, somme totale prend la valeur de somme totale divisé par longueur de liste nombre. Ok, voilà. Et je fais retourner, ou alors on va plutôt appeler ça résultat. Résultat, donc je prends une nouvelle variable résultat dans laquelle je mets le résultat enfin le calcul, celui-là. Et maintenant je fais retourner résultat. Voilà, ça c'est l'algorithme moyenne. Maintenant on passe à la version Python. Donc j'ai bien mis ça en commentaire, comme ça minimum on sait que c'est correct, hein. On ne l'appelle plus. Je garde sa définition, mais je ne l'appelle plus. Je peux continuer maintenant à définir des nouvelles choses, comme par exemple des nouvelles fonctions en dessous. Dans un fichier Python, on peut déclarer comme ça plusieurs fonctions autant qu'on veut. Donc je vais faire définir fonction moyenne. Elle a qu'un seul paramètre. Je n'oublie pas les deux points. Saute une ligne, décalage à droite. Ok, donc je déclare ma variable somme totale. Somme totale prend la valeur de 0. Okay. Pour chaque nombre n de liste nombre, donc c'est ça. For n in liste nombre, deux points, sauter une ligne en décalage à droite. On ajoute n à somme totale. Donc je dis que somme totale égale somme totale plus n. Il y a un raccourci en Python. Donc quand vous avez ça, quand vous dites qu'une variable prend la valeur de elle-même plus autre chose, on peut simplifier ici, il y a un opérateur qui s'appelle plus égal. Okay. Donc en fait, c'est équivalent. Okay. Donc ces deux lignes-là, je vais les mettre l'une en dessous de l'autre. Ces deux lignes-là sont identiques. Okay. Ça veut dire exactement la même chose que ça. Donc cette ligne-là, je la retire. Ça marche aussi pour moins égal, diviser égal, multiplier égal. Normalement pour tous les opérateurs numériques. Voilà. Donc là c'était plus égal. Ça c'est fait. Ensuite j'ai ma somme. Maintenant je calcule le résultat. Donc résultat prend la valeur de somme totale divisé par... Et voilà. Donc là on veut la longueur de la liste. C'est là que j'utilise ma fameuse fonction length. Donc, length, et le paramètre c'est on lui passe la liste de laquelle on veut la longueur. Donc ça va me retourner la longueur de la liste. Et je divise ensuite somme totale par la longueur. Le tout, donc ça c'est une expression, le tout va être calculé et stocké dans la fonction résultat. Une fois que ça c'est fait, je fais return résultat. J'ai volontairement fait en deux lignes ici là pour que ce soit plus simple pour vous, mais une fois que vous avez l'habitude, une fois que vous comprenez bien ce qui se passe, vous pouvez carrément mettre directement. Vous voyez qu'ici résultat, en fait résultat c'est ça, hein. Donc ce que je peux faire c'est mettre ça comme ça. Voilà, on peut faire return et vous mettez carrément une expression, l'expression que vous voulez retourner. Bon, pour rester simple pour le moment, je vais faire en deux lignes. Voilà. Là encore, si j'exécute, il ne se passera rien. J'ai que la définition. Maintenant, j'ai deux définitions. J'ai définition de minimum, définition de moyenne. J'ai deux fonctions. Il faudra que j'appelle maintenant. Donc, je vais faire comme ici. Donc, je vais copier. Mettre ça ici. Voilà. Au lieu de... Je vais enlever les commentaires. Enfin, le caractère dièse pour dire que je ne veux plus que ce soit des commentaires. Je veux que ça s'exécute. Je ne veux plus appeler minimum, mais je vais appeler moyenne. Et ici, je vais mettre le print directement comme ça, en fait. Voilà. Je vais faire un print directement. Là. Et donc là, il manque une parenthèse fermante. Et là aussi. Voilà.
Ok, donc là, combien on devrait trouver? Je vais calculer à la main d'abord. Hein, on va calculer à la main pour être sûr, parce que là, d'après l'exercice, j'ai pas fait le calcul à la main ici. Donc, j'ouvre ma calculatrice. Donc, je vais faire. Hein. On va faire 12 plus 16 plus 18 plus 6 plus 3 plus 5 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 10. Hein. 6, pardon. Là, je devrais trouver 6. Donc un commentaire, avec le caractère dièse, on peut aussi le mettre n'importe où sur la ligne. Donc c'est pas forcément en début de ligne comme ici. Je peux le mettre aussi n'importe où sur la ligne. Et ensuite, tout ce qui est à droite, du caractère sera ignoré. Donc là, je vais mettre juste en commentaire la valeur que c'est censé avoir. Hein. Qu'on devrait voir affiché. Et là, la deuxième moyenne, c'est 6 plus 10 plus moins 5. Oui, plus moins 5, ouais, c'est ça. Plus 8, moins 9, plus 5. C'est ça? Ça fait 11. Plus 8, ok. Donc 15 divisé par... J'ai encore 6 éléments. Hein. 2,5. Donc je devrais avoir 2,5. Et voyons voir ça. Pardon. Tout à l'heure, ici, j'ai fait n'importe quoi. Je suis un peu fatigué. C'est 60 divisé par 6, hein, pas par 10. Okay. Il y a 6 éléments. Voilà, donc en fait, c'est correct. Ici, c'est 10. Donc vous voyez, moi aussi, je fais en direct hein, devant vous la correction. Donc je peux me tromper aussi des fois. Si vous voyez que je me trompe, il ne faut pas hésiter. Si un jour je me trompe et que je rectifie pas dans une vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis vous me dites, monsieur, vous n'êtes pas trompé vous me donnez à quel moment de la vidéo je me suis trompé. Ok, donc c'est bien 10 et 2,5. Voilà. C'est correct. Ok, c'est bon. Là, il y a quelque chose sur laquelle monsieur Closiou insiste beaucoup. C'est le assert. Ok, le assert. Le assert, donc on l'avait pas vraiment vu. On l'a pas vraiment vu encore. Je vais faire assert. Il n'est pas ici. Est-ce qu'il est là? Non plus. Je crois qu'il est dans le cours numéro 3. Vous voyez dans le cours numéro 3. Vous cherchez assert. Et quand on vous demande... ouais, non, on va en parler plus tard, parce que c'est pas demandé encore ici. On verra ça plus tard. Je vais vous montrer on va voir le assert en détail plus tard. Ok, donc c'est bon pour la moyenne. Et on va terminer l'exercice 2 avec l'écart entre le plus petit et le plus grand nombre de la liste. Alors l'écart entre le plus petit et le plus grand nombre de la liste, ça veut dire que là on aurait l'écart. Donc il nous faut le minimum, il nous faut le maximum. Là, le maximum c'est 18. Donc l'écart entre 18, donc il faudrait faire 18 moins 3. Okay. Donc c'est 15, 16, 17, 18. Okay, donc l'écart c'est 15. Et là, le maximum c'est 10. Et donc l'écart c'est 19. Voilà. On veut un algorithme qui nous renvoie cet écart. Ok. Alors, je vais le mettre ici au-dessus. Donc, algorithme, écart.
Oui. Écart max. Je vais appeler ça écart maximum. Toujours une liste en paramètres. Le résultat, c'est l'écart entre le plus petit et le plus grand nombre. Plus grand nombre de la liste. Ok. Alors, on sait calculer le minimum. Dans l'exercice précédent, on avait aussi vu pour le maximum. Maximum, minimum. Donc plutôt que de... Ce qu'on pourrait faire, c'est de reprendre le corps ici. On pourrait faire ça, d'accord? On pourrait reprendre le corps. Donc là, je calcule le minimum. Ensuite, je calcule le maximum. Ok. Donc on pourrait faire ça. Je dis je veux le maximum. Ici, c'est le minimum. Donc ici, on va pas appeler ça résultat, on va appeler ça min. Dans min. Et si c'est plus petit, donc min. Voilà. Ensuite, on aurait max. Donc ça, c'est plus grand que max et max. Donc là, une fois qu'on est là, on a le min et le max. Maintenant, on peut calculer l'écart. Donc l'écart, ben, c'est les résultats en fait. Hein. On va appeler ça écart. Écart prend la valeur de... Donc on avait vu ici qu'en fait l'écart c'est le max moins le min. Ouais. Le max moins le minimum. Ouais. Ok. Prend la valeur de max. Alors max. Max moins min. Ok, et ensuite je fais retourner écart. Je suis en train de me dire si les nombres sont négatifs, par exemple si j'ai l'écart entre moins 10, l'écart entre moins 10 et, donc on a vu le max moins le minimum, moins 50. Donc en fait on aura un écart négatif. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt utiliser la valeur absolue. Utiliser la valeur absolue. Non, pardon. Donc ça fera moins 10. Donc ça fera moins 50, donc ça fera plus 50. Attends, c'est moins 10. Moins 50, donc l'écart c'est 40. Okay, entre moins 10 et moins 50, ça fait 40. Donc ça fera moins 50. Donc ça fait plus 50. Ça fait 40. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de la valeur absolue. Juste pour vérifier, je réfléchissais juste à ça, donc c'est bon. Donc on peut faire soit comme ça, soit on peut, étant donné qu'on a le minimum, algorithme minimum et maximum, ben en fait on peut appeler, peut-être que là je ne sais pas si on peut le faire en algorithmique ou si on peut le faire que en Python. Ça, il faudrait demander à Monsieur Clousiou qu'est-ce que lui considère correct. Parce que là, on pourrait y dire ici, moi ce que je pensais faire c'était de mettre, c'était de dire min prend la valeur de minimum de liste nombre. Vous voyez, parce qu'en fait, on a cet algorithme, donc on l'appelle en fait, on applique l'algorithme minimum sur liste nombre, ça nous renvoie un résultat, et ce résultat, je le mets dans min. Et je pourrais faire pareil pour max. Max prend la valeur de maximum de liste nombre. Et après, après on peut faire ça en fait. Hein, okay. Plutôt que de répéter tout ce qu'on a fait avant, et ben on utilise au contraire ce qu'on a fait avant. Et ça, c'est le principe même de la programmation. Ben on définit des fonctions et on les utilise ensuite. Donc là, on utilise des fonctions, des algorithmes qu'on a définis auparavant. Ok, donc moi je vais laisser comme ça. Les deux façons sont correctes, hein, la façon précédente et la façon comme ça. On va écrire ça en Python maintenant. Donc je vais faire ça, je vais mettre en commentaire.
Et je vais faire écrire def moyenne, def écart, écart maximum. Toujours d'une liste de nombres. Et donc ici c'est min, la variable min prend la valeur du minimum de liste nombre. Donc j'appelle l'algorithme minimum sur le paramètre liste nombre. Donc, on a vu qu'un algorithme ici en algorithmique correspond à une fonction en Python. Donc là je vais faire min prend la valeur de la variable min prend la valeur de j'appelle minimum et je lui passe le paramètre liste nombre. Donc vous voyez ici ça peut vous paraître un peu bizarre. J'appelle une fonction que j'ai déclarée plus haut et je l'appelle dans une autre fonction. Okay, donc là c'est possible parce que arrivé à cette ligne là, quand Python arrive à cette ligne là, il a retenu la définition de minimum, il a retenu la définition de moyenne. Maintenant on peut les appeler, donc on peut les appeler comme on a fait ici, c'est-à-dire en dehors de toute fonction. Mais on peut aussi les appeler, ces fonctions-là qu'on a définies auparavant, on peut les appeler dans une définition d'une autre fonction. Donc je m'en sers en fait. Et on a max qui est maximum. Et maximum, vous voyez qu'on avait fait l'algorithme, mais on n'a pas écrit en Python. Donc c'est très simple, vu que c'est l'inverse de minimum. Donc je la déclare rapidement ici. Et là, il fallait juste inverser. Voilà. Donc j'ai le minimum, maximum, je m'en sers ici. J'ai ma variable écart qui vaut max moins min. Donc on a vu ici que ça fonctionne même avec des nombres négatifs. Ok. Et je fais return écart. Je vais faire des appels à écart pour tester que c'est correct. Donc on a vu que l'écart de la première liste, ça doit être 15. Et l'écart de la seconde liste, ça doit être 19. Voilà. Donc je vais essayer. Pardon, écart. Il faut bien appeler la bonne fonction ici. Voilà. J'affiche l'appel à écart maximum sur cette liste. Et je fais pareil en dessous. Je vais nettoyer un peu l'écran avec la commande clear screen, CLS. Voilà. Et je recommence. J'ai pas sauvegardé. Donc là, vous voyez que j'ai les résultats précédents. C'est parce que j'ai pas sauvegardé ici. Donc je fais bien CTRL S. Je recommence. Et j'ai 15 et 19. Donc ça m'a l'air, c'est correct. On va juste essayer sur une liste négative, avec que des nombres négatifs. Donc l'écart entre, mon exemple ici, on va vérifier que c'est correct. L'écart entre moins 10 et moins 50. Donc si on prend que le plus grand c'est moins 10, que le plus petit c'est moins 50, et que j'ai des nombres intermédiaires mais toujours négatifs, donc moins 2, le plus grand c'est moins 10 et le plus petit c'est moins 50, donc je ne peux pas avoir moins 2, ça va être moins 20, moins 30, voilà. Donc, je mets que 4 nombres. Ici, normalement, l'écart, ça doit être 40. J'ai 40 entre le plus grand et le plus petit de la liste. Ok, je sauvegarde, je teste, et ça fonctionne bien.